Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une analyse de Chainlink, analyse technique, on reparlera un peu du fonda, mais surtout une analyse technique parce qu'on est sur un niveau sensible, ça peut être intéressant, mais il faut quand même se méfier. On va faire une analyse assez complète. Ça fait longtemps que j'avais pas fait une update sur Chainlink, mais c'est un projet intéressant, un projet que je possède dans mon portefeuille long terme. J'en avais accumulé vers les 5,7 dollars. J'en avais même accumulé avant, mais j'avais une partie qui était sur FTX, donc on peut dire que c'est perdu. Enfin, je les récupérerai sûrement un jour, on va juste patienter, mais globalement j'ai un prix moyen vers les 5,7 dollars que j'avais accumulé par ici, et on a quand même posé un gros bottom. Alors Chainlink, c'est un projet très intéressant qui est bien classé quand même dans le market cap, on est top 15 ici. Attention, on n'a pas tous les jetons qui sont en circulation, ce qui nous fait un market cap actuellement de 7 milliards, mais une FDV de 12 milliards. C'est-à-dire que si tous les jetons seraient en circulation, on aurait ici un market cap assez important. Maintenant, Chainlink ne démérite pas sa place. Pour moi, c'est un projet essentiel à l'écosystème crypto. Chainlink de base, alors, ils sont développés notamment récemment avec le CCIP qui est arrivé, mais globalement de base, c'est un réseau d'oracle décentralisé. Leur but de ce type de projet, il n'y a pas que Chainlink, hein, on a d'autres projets comme TRB, comme Band Protocol qui sont comme des réseaux d'oracle décentralisés. Leur but, c'est tout simplement de récupérer des données du monde réel pour les transmettre au smart contract. Parce que aujourd'hui, la DeFi, l'utilisation d'Ethereum, on utilise beaucoup de contrats intelligents. Ces contrats intelligents ont besoin des réseaux, des oracles décentralisés. Et même si on parle d'adoption de l'écosystème crypto et qu'on va à l'utilisation de la blockchain dans le monde réel, bon, on peut voir par exemple un cas tout simple. On a un smart contract où dedans il y a un code qui nous explique tout simplement que toutes les personnes qui vont prendre un billet d'avion, si l'avion est annulé ou retardé avec une horaire de supérieure à 1 heure, eh ben ils sont automatiquement remboursés. C'est le smart contract, on n'a pas besoin d'une RH, d'une personne qui va automatiquement rembourser, etc. les personnes. Donc ça va être le contrat intelligent. Le problème, c'est ce contrat intelligent, il a besoin d'un oracle qui va récupérer les données de l'avion, et ces données-là qui prouvent bien que l'avion a bien un retard ou qui a bien été annulé. Et ce smart contract-là ne peut pas bénéficier des horaires du monde réel. Et c'est là l'importance de ces oracles décentralisés. Ils vont récupérer ces données et ils vont pouvoir les transmettre au smart contract, et ensuite le contrat intelligent pourra tout simplement être exécuté. Donc voilà ici un cas d'usage tout simple, mais on peut utiliser ça pour d'autres choses, hein. Ça peut être pour le prix d'un actif, ça peut être pour les résultats d'un match de sport, ça peut être pour une actualité, ça peut être pour énormément de choses. Mais on a vraiment besoin d'avoir cette liaison entre smart contract et réseau décentralisé et oracle décentralisé. C'est pour moi, Chainlink reste un acteur important. Et surtout, c'est actuellement le leader des oracles, et surtout, il n'y a pas beaucoup de concurrence. C'est un secteur, il n'y a pas beaucoup de concurrence, donc selon moi, c'est pour ça qu'il y a un potentiel. Donc voilà, ça c'était pour le rappel un peu de Chainlink, et récemment ils ont sorti le CCIP pour Cross-Chain Interoperability Protocol. C'est tout simplement une solution de communication inter-blockchain où Chainlink s'est rendu compte que l'interopérabilité c'était un problème, et ils mettent les pieds dedans. Donc voilà, ça c'était un peu pour le rappel de ce que c'est le projet, sans rentrer non plus dans les détails, et de vous faire une petite représentation assez simple. Maintenant, d'un point de vue technique, pour moi ici on a posé un bottom définitif. J'en parle depuis un moment. Ça, ce genre d'accumulation ici avec une faible volatilité, hein, pour moi c'est un bottom magnifique. Ça, c'est quand on parle, vous m'entendez souvent dire intéressez-vous quand le marché est horizontal, qui ne fait pas grand chose, qui a une faible volatilité. C'est exactement ce genre de cas de figure, hein, tout simplement. C'est exactement ça. C'est quand un marché ne fait pas grand chose. Il a pris un moins 98%. Il est revenu chercher une précédente zone d'accumulation ici. Si je trace un Fibo, on a retracé et on est sûrement vers les 0,886. Voilà, on est pile poil dessus. On a une zone de localisation qui est parfaite. On a une accumulation qui permet de fatiguer les gens, saouler les gens pendant 2 ans. Ça, c'est le genre de chart qui est parfaite, et c'est pour ça que je m'étais positionné ici sur un bas de niveau. On a break ce niveau à la baisse. Je dirais pas que c'est trop tard pour se positionner, parce qu'on est globalement sur les 0,786 de Fibonacci, ça reste une bonne zone. Si je mets un retracement, on a presque buté sur les 0,382, mais globalement on reste dans une zone assez intéressante pour du long terme. Maintenant oui, vous aurez pas le bottom parfait. C'est vrai que sur Chainlink j'ai
presque eu le bottom parfait. Alors, le bottom parfait était là vers les 5 $. Maintenant, voilà, c'est pas le but, hein. Quand je me positionne, je suis pas là en mode, ah bah super, je veux satisfaire mon ego, je veux être le meilleur et avoir le bottom parfait. Le bottom parfait, on l'a une fois sur 15, une fois sur 20, c'est hyper rare, d'accord? Et c'est pas le but. C'est absolument pas le but d'avoir le bottom parfait. Ce qu'il faut, c'est avoir une bonne zone d'intervention sur du long terme, ou si vous estimez que le fonda est intéressant, se positionner sur des supports weekly, voire monthly. Maintenant, voilà, on est toujours dans une bonne zone, on est quand même sur un niveau de support qui va être intéressant à maintenir, parce que on pourrait valider une épaule tête-épaule inversée ici, qui est une structure de top. C'est tout simplement un V-top suivi d'une structure en M, là, un retournement de tendance. Alors ceux qui prennent les clôtures pourront dire que c'est validé, que cette épaule tête-épaule est validée. Épaule tête-épaule, j'ai dit épaule tête-épaule inversée. Alors on est juste sur une épaule tête-épaule et pas une épaule tête-épaule inversée. Maintenant, moi je prends les mèches. Donc pour qu'elle soit validée, il faudrait qu'on passe en dessous de ce niveau-là. Ce qui nous montre quand même qu'on est sur un niveau intéressant. Il n'a pas spécialement break pour le moment. Par contre, si on perd le niveau des $13 ici, entre les 12,5 $13, qu'on a un break, un vrai break ici, on voit que pour le moment c'est des cassures timides, on aura de très fortes probabilités de revenir chercher le haut de range. Le haut de range qui est vers les 8,5 $, qui devra faire office de support, parce que si on n'a pas une bonne réaction sur ce niveau-là, à partir de là, ça fait déjà quand même une bonne baisse. Moins 30% pour une altcoin top market cap comme ça, c'est pas tous les jours qu'on a ça non plus, donc ça serait quand même une bonne baisse, c'est-à-dire qu'on aura un BTC, un Ether et des altcoins qui décrocheraient bien. Si on n'a pas une réaction sur ce haut de range et qu'on a une réintégration, les prochaines targets, c'est cette liquidité qui est ici, et ensuite le bas de range. Mais pour le moment, ce niveau-là a plus de chances de tenir, vu qu'on est sur un niveau de support. Donc déjà, voilà, je ne chercherai pas des shorts sur un niveau de support comme ça, je chercherai plutôt des achats, mais ce que j'aimerais bien, c'est au moins avoir une petite pattern ici, au moins réintégrer. On va voir ensuite en daily un niveau beaucoup plus intéressant. Avant de zoomer sur les unités de temps, d'un point de vue retracement, il faut surveiller sur du long terme, ça soit prochain cycle. On a les 0,118 qui sont dans une très bonne zone de localisation ici, avec une bonne confluence. On voit que c'est un niveau qui a fait faire office de résistance à nouveau. C'est globalement un haut de range, un haut d'un précédent range vers les $35. Plus chiffre rond psychologique des $35, 0,118 de Fibo, ça c'est un niveau qu'il va falloir vraiment surveiller. Par contre, il n'y a pas grand chose au-dessus. Donc si on break ce niveau-là, alors on a quand même des niveaux intermédiaires qu'il faut surveiller comme les 0,382, mais si on s'affranchit des 0,118, pour moi on n'aura pas de mal de faire un nouvel ATH, et là on pourra mettre des extensions de Fibo avec une target entre les 1,118, 100% d'extension, ce qui nous donne un channeling vers les $80. Pour moi c'est une target qui est réaliste. On verra pas un channeling qui allait chercher des 300, $400, à moins vraiment qu'il y ait une grosse hype sur l'écosystème. Faut pas se rappeler qu'il a quand même déjà un market cap assez important. Déjà là si on fait un x8, si on fait déjà on va dire un x8, x7, si je prends la FDV, on serait déjà quand même sur un market cap de 70 milliards. J'ai pas envie de dire que c'est surévalué, que c'est impossible. Je dis juste qu'on arrive sur des market cap assez importants. Vous voyez, actuellement, BNB, un market cap de 70 milliards. Donc, on est clairement, si on commence à faire un nouvel ATH et aller chercher les $80, on serait sur des bonnes zones de prise de profit. Maintenant, quelqu'un peut garder un moonbag, garder par exemple 5-10% de sa position. La personne elle se dit ok moi sur les 0,118 je prends 20% de profit, sur l'ATH je prends à nouveau 20% de profit, ici je prends 20%, sur les 100% d'extension je prends 30% par exemple, et elle se dit ok moi je garde 10% au cas où vraiment le projet décolle, je garde un moonbag, si j'ai tort et j'ai gardé mes 10%, on fait ça m'affectera très peu parce que j'aurais déjà très bien performé, et 10% c'est pas grand chose si j'ai bien pris des profits sur la montée, mais par contre s'il continue à monter, au moins ça me fait plaisir, parce qu'on a déjà tous eu cette sensation où on prend des profits beaucoup trop tôt et la crypto continue à monter et on aurait aimé garder une petite partie. Et ben voilà, on peut garder 10%. Et du coup mettre, je les ai supprimés, mais mettre des extensions de Fibonacci un peu plus élevées, comme les 218, les 318, voilà, ça c'est des niveaux de prise de profit théorique intéressantes. C'est pas pour ça qu'on va s'arrêter pile poil dessus, mais c'est des niveaux intéressants. Comme ici, on voit que on peut mettre les extensions de ce range là, voir ce que ça nous a donné. Donc 118, on voit qu'on les a transpercés, 218, on a méché. On peut mettre, après on peut continuer, 318 également. On voit que on n'a pas eu le top parfait au point le plus haut. On voit que quelqu'un qui a joué la cassure de ce range là,
qui s'est dit ok bah moi je cherche à prendre des profits suite à la cassure, et bon on voit que les 17 $ c'est un niveau qui a fait office de résistance, et les 318 là sur les 21,7 $, c'était également un niveau qui a fait office de résistance. Alors maintenant on va voir ce qu'on a sur du court terme. Je vais juste remettre ce niveau là qui est vraiment un niveau important. Tac, parfait. Ok, donc on voit globalement en daily c'est un niveau qui faisait bien office de support. On a eu quand même une bonne prise de liquidité. Ici il faut se dire c'est en dessous de ce niveau là. On a pas mal de stop loss à venir déclencher. Et je vous rappelle, hein, des longues comme ça, mettre leur stop loss ici, quand on les déclenche, c'est des sell market. D'accord, c'est des sell stop, c'est-à-dire qu'ils vont vendre leur position. Le fait de déclencher beaucoup de stop et de ne pas avoir ici un long squeeze, ça veut dire que ces stops, ils ont été absorbés. Parce qu'il y a toujours une contrepartie. Quand il y a un vendeur, il y a toujours un acheteur. Donc là, il y a eu énormément de ventes suite à ces stops qui ont été déclenchés. Si on n'a pas eu une grosse baisse, c'est-à-dire qu'en face, il y a eu des acheteurs. Ça, c'est plutôt intéressant. Déjà, c'est qu'on a eu une prise de liquidité. On n'a plus de liquidité sous ces creux qui sont là. Donc déjà, c'est une première chose importante, c'est on a pris les stops et on a eu une bonne réaction. Parce que ce qui peut arriver, c'est qu'on a énormément de stops. Vous voyez, ici on a un short squeeze. C'est-à-dire que là, on a beaucoup de stops au-dessus de ce niveau-là, et au moment où on va chercher, là on a l'inverse qui se passe, c'est-à-dire qu'on n'a pas du tout d'absorption, c'est bam ça part, parce qu'il y a beaucoup de stops à venir chercher, au moment où on déclenche, ça fuse tout simplement, parce on enchaîne des cascades de liquidation, et là c'est l'inverse, on a des stop loss de short. Donc là, c'est des buy stop, c'est des buy market, ok. On déclenche leur position, c'est des vendeurs donc qui rachètent leur position, et ça fait une pression acheteuse. Et si en face, il n'y a pas de vente, il n'y a pas de contrepartie, il n'y a pas de sell limite pour absorber ces buy market, et ben on a un prix qui monte. Donc là déjà on a un premier signal qui est assez intéressant. On est quand même sur un bas de range, on peut voir un haut niveau ici qui est assez important, avec on pourrait voir ça comme une déviation, bon, ça fait quand même une grosse déviation, mais on voit qu'on a deux bornes clairement qui sont à surveiller. Si je mets un volume profile, j'aime bien quand on a comme ça ce genre de délimitation, avoir un volume profile, on voit qu'on est bien sur notre value area low, et on a notre value area high qui est vers les 18 $. C'est également une zone de résistance intermédiaire, mais je préfère prendre ce déséquilibre. On voit bien qu'on a ici un trou dans le volume profile. Donc on a deux extrémités. On est sur l'extrémité basse, je chercherais clairement plus à prendre des achats. Maintenant c'est un poil trop tôt selon moi. On a quand même des moyennes mobiles qui sont orientées à la baisse. On voit que le 1 heure rejette. On voit que le 1 heure rejette. Donc moi ce que j'aimerais éventuellement c'est rentrer dans une phase ici de latéralisation, repasser au-dessus des moyennes mobiles court terme, et nous montrer quand même que on a une réaction acheteuse. Parce que on pourrait voir comme quoi là on s'est fait rejeter au niveau de cette haut de résistance. Si on partons du principe que cette résistance, ce support a été break, on la flippe ici en résistance, on voit qu'on a un rejet. Donc parce que une résistance ou un support, hein, c'est jamais une zone précise. Donc je peux pas vous dire que le support il est là, ou le support il est là, ou le support il est là. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Et les gens qui vous disent que un support c'est pile poil les 12,888 $, non, c'est des menteurs. Un support c'est une zone, d'accord? C'est toujours comme ça. Donc si on part du principe qu'on la break et qu'on a flip du coup cette zone de support en résistance, moi ce que j'aimerais voir c'est repasser au-dessus. Donc globalement repasser au-dessus des 13,20 $ ici, et reflip à nouveau cette zone de qui est maintenant, si on part du principe qu'elle est break de résistance, en support, et repasser au-dessus de ce niveau-là. Donc là on serait sur une bonne zone. Pourquoi pas prendre des achats si on repasse au-dessus de ce niveau-là, avec une zone d'invalidation si on repasse sous ces creux-là, et viser la borne opposée. C'est un peu un trade qui pourrait se prendre. Là on serait sur un trade sur du swing, parce que si on part du principe que ici on a chassé les creux, on n'a aucune raison de revenir chercher cette zone là. Donc ça peut être une zone d'invalidation, parce que si on revient chercher cette zone là, c'est pour vraiment break et aller plus bas, et on va pas hold une position où là on essaye de trader ce range là, on se positionne sur la borne basse et en visant la borne haute. On va pas garder une position qui rentre dans une dynamique qui est baissière. Donc voilà. Par contre, voilà, sur du weekly, comme je dis, on est dans un range. Sur du daily, on est globalement quand même dans une petite dynamique, enfin dans une bonne dynamique baissière qui commence à s'essouffler. Je pense que si je mets un MACD, on doit diverger. Ouais, on voit qu'on diverge. Elle n'est pas encore validée cette divergence, mais voilà, si on commence à passer au-dessus de ce niveau-là,
On a ici un W sur le MACD, on a une divergence haussière qui est validée, c'est-à-dire qu'on a un affaiblissement au niveau des vendeurs, on retrouve un momentum bullish, ce qui nous manque ensuite, c'est la structure, une inversion de notre dynamique. C'est pour ça que repasser au-dessus de ce niveau-là, on aurait une autre petite pattern de retournement, on casserait les moyennes mobiles sur du court terme, au moins 1 heure, 15 minutes. C'est vrai que si on peut avoir un 4 heures qui commence à s'aplatir comme ça, avoir une meilleure phase de consolidation, break et faire un pullback comme ça à l'intérieur, ça serait beaucoup plus intéressant et on aurait un momentum beaucoup plus fort. En général, plus on consolide, quand on break, le mouvement est beaucoup plus fort et ce niveau-là, qui est une zone de résistance, devient un support beaucoup plus solide. Voilà sur Chainlink globalement ce que je surveillerai, d'accord. C'est compliqué de chercher des shorts actuellement vu qu'on est sur un support. Après on n'est pas obligé de long ou short, on peut aussi ne rien faire. Je chercherai plus personnellement à chercher des longues, mais uniquement si je retrouve un momentum intéressant et qu'on repasse au-dessus de ce niveau-là. Sur du plus court terme, ici sur l'intraday, on va voir s'il y a des choses à faire, mais le fait d'avoir ici un 15 minutes qui est plat, comme ça nous montre qu'on rentre globalement dans un range, il n'y a pas trop de setup ici pour chercher à se positionner. Là, quand on avait une bonne tendance baissière comme ça, il pouvait y avoir des setups de short, on le voit dans le tunnel 1 heure, dans le tunnel 15 minutes, on voit que tous les pullbacks à chaque fois, ici, opportunité de short, le 15 minutes casse, prochaine target le 1 heure, on repasse dans une dynamique baissière, le 15 minutes qui fait office de résistance, ok. Bon, après il y a des faux signaux, c'est comme tout, on n'a jamais 100% de réussite, mais on voit que à chaque fois c'est de bonnes zones de localisation. Et si le tunnel 1 heure casse, on a des chances de revenir chercher le 4 heures. On voit que le 1 heure ici a bien rejeté, mais on a un affaiblissement de notre dynamique, on le voit bien en daily, donc on a un essoufflement au niveau du momentum, donc attention aux vendeurs. Oui, on est plutôt baissier là, à faire de la continuation de tendance sur l'intraday, ok, mais au vu de ce que je vois actuellement, on est plutôt dans un range, et quand on commence à voir comme ça, à 1 heure qui est plat, un 15 minutes qui est plat, on voit bien la différence ici de momentum. Je parle même pas sur le MACD, le momentum peut se mesurer aussi avec des moyennes mobiles, en fonction de les moyennes mobiles, les crosses de moyennes mobiles, et aussi comment ils sont verticales, ça joue sur le momentum. On voit bien que là, quand on break comme ça à la hausse, et qu'on a à 1 heure qui est to the moon bien orienté à la hausse, là ça nous montre qu'on a un momentum extrêmement bullish. Qu'on commence à voir ici un 1 heure 15 minutes qui est plat, ok, ou qui ralentit, comme ici, ça nous montre que on a un affaiblissement. On n'est pas obligé d'utiliser le MACD. Et on peut utiliser juste le prix. On voit bien que quand on casse comme ça, on a un fort momentum. Par contre, quand on commence à faire des sommets plus hauts, mais sans conviction, sans une forte hausse, ça nous montre qu'on a un affaiblissement. Et si je reviens là, voilà, on voit que on commence à avoir 1 heure qui est plein, 15 minutes qui est plat, ça me laisse entendre que globalement, il y a des chances qu'on soit à l'intérieur d'un range sur du court terme. Voilà, rien d'autre à ajouter de plus sur Chainlink. Comme je dis, le projet est très intéressant sur du long terme. La charte est intéressante. On n'a pas spécialement pump, on n'est pas à des prix où je dirais c'est plus possible d'investir sur du long terme. Globalement, on trace un Fibo. Hop, ouais, si on commence à sortir je vais plutôt mettre un Fibo comme ça. Si on commence à ressortir au-dessus des 0,382, au-dessus des $20, pour moi, et même $20, j'aurais du mal à rentrer sur des $20 sur un Chainlink, mais en dessous des 10-15$, ça reste une bonne zone, et en dessous des $10, c'est clairement sous-évalué. Voilà, vous avez mon avis sur Chainlink, sur cette update. Dites-moi vous ce que vous en pensez du projet, est-ce que vous êtes investisseur ou pas dessus. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, on se dit à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.